Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de KLA Corporation, d'accord? Je n'aimerais pas dire KLA Corporation parce que je me rappelle qu'on a un abonné ici qui m'avait dit que bon, ça sonne bizarre quand on dit KLA, d'accord? C'est KLA. D'accord? On va dire KLA Corporation. OK, KLA Corporation ici exerce ici dans le segment ici des équipements liés aux semi-conducteurs, notamment je pense que ce sont des instruments de mesure, quelque chose comme ça. On a également des wafers. Bref, si vous voulez connaître le business model de cette compagnie-ci, s'il vous plaît, il y a de très bonnes vidéos sur YouTube ici qui peut vous expliquer exactement ce qu'elle fait ici. Notamment, je pense que j'avais posté une vidéo ici qui vous parlait ici du secteur des semi-conducteurs. D'accord? Donc, allez-y regarder cette vidéo-là ou bien allez-y regarder sur Zone Bourse la description de la compagnie ici. Donc, de toutes les façons, on est dans le segment des semi-conducteurs. Qui parle de segment semi-conducteur ici parle d'un segment ici qui a du potentiel en termes de croissance future. Mais également, présentement, il y a des vents contraires. Il y a une guerre des semi-conducteurs en ce moment. D'accord? Notamment, Taïwan, c'est 90% de la production. D'accord? 90% de la production. Ce qui veut dire que excusez-moi, KLA Corporation, ils font beaucoup de business à Taïwan, en Chine également ici. D'accord? Il faut également voir que je dois préciser qu'ils ont je pense, Samsung et, et TSM, donc Taiwan Semiconductor, représente à peu près une vingtaine de pourcents de leur portefeuille, de leurs revenus ici. Donc, ce sont de gros clients. OK? Peut-être également dans une certaine mesure Intel. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici dernièrement. Les États-Unis ont interdit l'exportation d'un certain type d'appareil ici au niveau de la Chine parce que la Chine veut développer son propre secteur des semi-conducteurs. Donc, ils vont faire leurs propres équipements, etc. Donc, c'est un gros projet. Et vous savez généralement ici que, voilà, si on achète une machine nouvelle génération, on va la prendre ici, on va la dépiécer, on va essayer de voir comment est-ce qu'elle fonctionne et on va essayer de refaire la même chose. D'accord? Dites-vous ici que KLA Corporation n'a peut-être pas le droit d'exporter certains types de produits en Chine ici, mais ça, c'est pour l'ensemble des entreprises, un peu comme Lam Research, ce genre de choses, comme ASML. Mais au niveau de KLA Corporation, semblerait-il qu'elle a le droit d'exporter ces machines ici, d'accord? Parce que ces dernières ne sont pas liées aux restrictions, imposées par le gouvernement américain ici. Mais attention, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, il faut faire attention ici. Donc, mais il faut également voir que la Chine, l'Europe ici, les États-Unis et l'Europe ici essayent également d'investir massivement dans cette industrie-là, notamment aux États-Unis avec le CHIPS Act, donc, dont va bénéficier Intel, dont également va bénéficier Taiwan Semiconductor ou bien également comme Texas Instruments. Donc, notamment, essayer de produire sur le territoire américain. OK? Ça pourrait être également quelque chose qui va permettre à KLA Corporation de pouvoir générer des ventes de plus en plus élevées, d'accord? Donc, si vous remarquez bien, cette compagnie-ci a des ventes d'habitude cycliques, mais sur les dernières années, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Je pense qu'il y a un changement total de paradigme ici. C'est une entreprise qui a commencé à avoir des revenus à peu près stables, ok? Donc, non seulement ils sont à peu près stables ici, mais ils sont extrêmement croissants à peu près depuis 2016 extrêmement croissant. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps ici. Est-ce qu'on a fait une acquisition, etc. Bon, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. D'accord? Donc, on a fait une grosse acquisition à ce niveau-ci qui a peut-être eu cet impact positif-ci. OK? Donc, au niveau de l'analyse ici, on va prendre beaucoup de guesstimations, mais surtout rester prudent à peu près avec ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra faire une analyse approfondie ici de CLA, excusez-moi si j'appelle encore cette entreprise CLA, de KLA Corporation, d'accord? Ça demande la lecture des rapports financiers ici, ça demande l'écoute des conference calls ici, donc ça demande vraiment du temps de ma part. Et je ne sais même pas si ce genre d'entreprise m'intéresse pour un investissement futur, mais, c'est une très belle entreprise. Il faut que je précise cela. C'est une très belle entreprise, mais on ne peut pas investir dans toutes les belles entreprises dans ce monde-ci. Mais ça reste une belle entreprise à avoir déjà dans sa watchlist. Surtout pour ceux qui sont intéressés pour le segment des semi-conducteurs. OK? On va parler ici directement des états financiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer, on peut prendre en considération ici sur les états financiers. On va dire ceci. En termes de revenus, si on s'attend à peu près à avoir des revenus de combien en 2024, d'accord? Donc, selon les analystes ici, ils sont assez nombreux sur ce dossier-ci. Notamment, je n'ai qu'à aller regarder à ce niveau-ci et voir à peu près combien d'analystes on a sur le dossier, tout en rappelant que la vie des analystes peut changer très rapidement. On a une vingtaine d'analystes, ok? Donc, on va ici au niveau de Estimate. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, en termes de revenus ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 10 milliards en juin 2023, parce que son année fiscale se termine au mois de juin, mais on a un ralentissement au moins à partir de 2024.
Et vous remarquez que si on a un ralentissement en 2024, ça veut dire que c'est assez compliqué. On est assez pessimiste pour le futur. Il faut faire attention parce que ça reste à peu près une compagnie, un secteur qui est cyclique. On peut maintenir le même niveau de revenus, on peut avoir des revenus moins élevés que ça. Donc, il faut faire très attention avec ce genre d'industrie ici. Si je prends 10 milliards ici, franchement, ça inclut déjà une certaine croissance jusqu'en 2026. Je ne veux rien ajouter en supplément ici. Ça reste déjà assez très optimiste ici, même si on s'attend à avoir un revenu qui va diminuer là en 2024. Ça pourrait diminuer, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc, je vais prendre 2023 déjà ici, 10 milliards, 10,1, d'accord? On va mettre ici en termes de revenus à peu près 9,85. Ici, on va mettre ici 10,11. C'est bien 10,11. 10,11. D'accord? Avec des pincettes de croissance, ici je mets 0, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais voilà, vous savez où est-ce que vous devez trouver l'information ici. Et le plus important n'est pas de voir la croissance passée, c'est mais essayer de guestimer la croissance future. C'est ça qui nous intéresse ici. Et semble-t-il que les années sont assez confiants pour le futur. D'accord? Mais moi, je prends ce qui est marqué ici. En termes de free cash flow, est-ce que les free cash flow et net income parlent le même langage? Je les mets ici sur le même tableau, j'essaie de remarquer ici, est-ce qu'on parle le même langage? Sur les compagnies américaines ici, on pourra avoir des compagnies qui, voilà, exactement, net income, free cash flow vont dans le même sens. OK. Maintenant, en termes de marge, d'accord, je prends ceci. Net income margin, voilà ce que j'obtiens. En termes de net income margin, quand je les mets sur le même graphique ici et que je trace à peu près ici une certaine médiane sur sur une longue période de temps ici, on a à peu près 17% ici sur les 20 dernières années, on a à peu près 19-20% ici sur les 10 dernières années ici, on a du 22%, dont 21,91 sur les 5 dernières années ici, on a à peu près du 24,38% et à peu près sur les 3 dernières années, on a quelque chose comme 29%. Vous remarquez que les marges ne font qu'augmenter de plus en plus, mais attention, c'est pas peut-être la première fois qu'on aura des marges aux alentours de 25% ici pour se retrouver à quelque chose en dessous. Qu'est-ce que je dois prendre judicieusement? Parce que si je me trompe au niveau des marges, on est très mal parti. Donc le but ici n'est pas d'être extrêmement optimiste ni extrêmement pessimiste. Ok, on va prendre sur les 10 dernières années à peu près 22,28%. Les analystes attendent d'avoir à peu près combien? Parce qu'au niveau des marges également, il faut bien regarder le management. Le management lui-même s'attend à avoir planche sur des marges de combien? Ok, donc ici, vous voyez que les analystes planchent sur les marges d'une trentaine de pourcents par là. Excusez-moi. Je n'ai pas envie de prendre 30% et me retrouver en train de, voilà, avec les larmes aux yeux plus tard, ok? Le 30% ici, on remarque que sur les dernières années, si on ne prend pas en considération le Covid, c'est quelque chose qu'on a présentement. Je ne vais pas prendre 30%, je vais prendre 25%. Donc les marges ici sur les 5 dernières années à peu près. Même si on a 25-30% ici en date d'aujourd'hui, je veux me protéger contre mon ignorance. Mon ignorance par rapport à quoi? Les chiffres, c'est bien. D'accord, mais avoir les éléments qualitatifs nécessaires pour expliquer la durabilité de ces chiffres-là, c'est mieux. D'accord, il faut combiner les deux, il faut lire les rapports financiers. Donc ici, quelqu'un pourrait mettre 35% parce qu'il a lu les rapports financiers, il se rend compte que le management prend sur 35% et voilà comment est-ce qu'ils vont l'accomplir. Moi, je mets 25%. Pourquoi? Parce que historiquement, sur les 5 dernières années, je me dis que, voilà, ça se voit qu'on arrive à peu près à les maintenir. OK? C'est pour ça que je les mets ici. Donc, faites attention à ça. Donc, il faut également voir que la pandémie, etc., a poussé le prix de certains produits ici à augmenter. Donc, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Il faut faire attention ici parce que les 5 dernières années ici incluent les périodes, voilà, prenant en considération la pandémie. D'accord? Faites attention. Donc, je mets 25% ici, mais même le 25%, on le prend avec des pincettes ici. Donc, en termes de nombre d'actions ici, est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions? Donc, je mets ici dilute. Est-ce qu'on rachète nos actions ici? Oui, on rachète massivement nos actions ici. J'aime ça. Donc, on a 143 millions, 142,56. Je vais mettre ici 143 millions pour ne pas me casser la tête. Ça ne va pas changer grand-chose, ceux qui aiment la précision. 143, parce qu'ici, quand on évalue une entreprise, c'est une estimation. C'est un intervalle de valeur. C'est pas parce que je trouve 95 que toi, tu trouves 90 que tu as forcément tort. Non. D'accord? Il faut regarder dans les éléments qu'on a pris ici. Donc, on sait que entre nous, c'est 90, 95, mais ce n'est pas 200. D'accord? Ce n'est pas 300. Ce n'est pas 150. Ce n'est pas 120. OK? Donc, faites attention ici. Donc, 143 millions d'actions ici en se disant qu'on rachète également les actions ici. Donc, en termes de PER ici, price to earning ici, qu'est-ce qu'on observe? Alors, en termes de PER, le marché paye généralement combien pour ce genre d'entreprise-ci, tout en se disant que ça reste assez cyclique. 20 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, le marché paye 21 fois les bénéfices. D'accord? Enfin, sur la longue période que j'ai ici, le marché paye à peu près 23 fois les bénéfices. 20 dernières années, 21 fois les bénéfices. 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. 5 dernières années, 22 fois les bénéfices. 3 dernières années, 24 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre ici
Voilà, je prends 20 fois les bénéfices. Je vais prendre 20 et 25 fois les bénéfices si vous voulez, d'accord? Optimiste, pessimiste, voilà, 20, 25, d'accord? On va effacer ça, X25, ok? En termes de dette nette ici, quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? Dette, d'accord, dette nette. Et je rappelle qu'il faut toujours aller vérifier les rapports financiers ici pour savoir exactement si c'est le cas. Ok, ici on a à peu près une dette nette aux alentours de 3 milliards 470. Donc je mets ici 3 milliards 470, 3, 4, 4, 7, voilà. Donc, on a à peu près les éléments nécessaires ici. 10.11 multiplié ici par 25%, d'accord, fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de 3 milliards 47, 3.47 ici, divisé par le nombre d'actions ici qui est aux alentours de 143 millions, donc point 143. On arrive ici, oh non, je fais une erreur ici, donc ça fait ici 59 milliards, non, je mets ici 59 milliards 700, voilà, 715, non, 717, 59 milliards 717. Non, je le prends ici, je multiplie, voilà, je fais fois 1000 ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qui nous manque ici? Moins la dette nette. Est-ce qu'on a déjà enlevé la dette nette? Oui, on avait enlevé la dette nette. Divisé par le nombre d'actions ici, 143 millions. 143, ça donne 417 dollars l'action. On était à combien? X25 est égal à combien? 417 dollars l'action. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, 417 dollars. On pourrait même l'arrondir à 418 dollars l'action, vu qu'on a on a une décimale ici qui est au-dessus de 5 ici. 418 dollars l'action. À 20 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je prends ici le même 10 milliards, 110 millions ici, multiplié par 25% ici, d'accord? Fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de combien? 3 milliards 470, divisé par le nombre d'actions ici aux alentours de 143 millions d'actions ici, ça donne ici 400... Attendez, 417 dollars? Ah non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur ici. Donc, ça fait 3 milliards 470. C'est bien ça. Multiplié ici par... Non. Donnez-moi juste un instant. Je pense que la fatigue est déjà en train de jouer là. Donc, on a à peu près 10 milliards ici. 10, 11. OK. 25% de ce montant-ci, ça fait ça. OK. Donc, fois 20 fois les bénéfices. OK. Exactement. Moins 3 milliards 470. Ça donne ici 47 milliards, divisé ici par le nombre d'actions, 143 millions d'actions ici. Ça donne 330 dollars l'action. Donc, 330. OK? So, on se dirait ici qu'en date d'aujourd'hui, à 20 fois les bénéfices, on sera à 330 dollars l'action. À 25 fois les bénéfices, on sera à 418 dollars l'action. Maintenant, on compte aujourd'hui à 385 dollars l'action. Je ne peux pas dire ici qu'on est surévalué. On peut se dire ici qu'on est correctement évalué. Mais n'oubliez pas une chose, la croissance pourrait être très élevée pendant très très longtemps. Donc il faut connaître l'industrie dans laquelle opère cette compagnie-ci. C'est très important. OK? Donc si vous détenez cette entreprise ici depuis à peu près des prix très très bas ici, tant mieux pour vous. Mais ça reste une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc je pense ici que pour ceux qui veulent l'acheter en date d'aujourd'hui, voilà. Vous pouvez commencer à faire vos recherches ici. Donc, on a à peu près quelque chose qui pourrait être intéressant, mais ça n'a aucune valeur si vous ne savez pas exactement ce que l'entreprise fait, quelle est la dynamique dans ce genre d'industrie-là, quels sont les inconvénients à court terme et les avantages ici, donc les vents favorables ici à long terme. OK? So, ceci n'est que mon avis et comme d'habitude, je pourrais également me tromper. Est-ce qu'on distribue un dividende en date d'aujourd'hui? On a un dividende à peu près 1,35% ici. Je vous dirais directement que ce dividende-là, il est assez safe. Si l'entreprise décide de vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez au moins quelque chose qui serait aux alentours voilà, des 4% par là. OK? Donc, si on prend ça ici, divisé par share, donc on dit ici, ouais, donc ici 1,30$ ici, donc on prend ceci, donc c'est 1,13% ici, donc on a à peu près ici 2 milliards 500, divisé ici par la capitalisation boursière ici de 54, 6, 90, ça donne ici au total 4,57%. Donc le dividende ici, il est safe, ça ne prend pas en considération une quelconque croissance future. Et comme je vous l'ai dit, la croissance peut être très très élevée ici parce qu'on a au moins 10% de croissance ici sur les dernières années. Si on prend sur les 10 dernières années ici, la croissance pourrait être très très... Enfin, pas pourrait, la croissance est de 10%, 11% sur les dernières années. Sur les 5 dernières années ici, 21%. Sur les 3 dernières années, on a 26%.
Si on a uniquement 10% pour les années à venir, on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et ça, je ne parle même pas de l'augmentation des marges. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'a aucune valeur si vous ne comprenez pas exactement ce que l'entreprise fait, ainsi que les avantages, les risques à court terme et à long terme. OK? Donc, pour le moment, ici, on se dirait que c'est une entreprise qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération une éventuelle croissance. Et si croissance, il y a augmentation des marges, on pourrait se retrouver à côté de quelque chose d'assez exceptionnel. OK? So, lisez vos rapports financiers. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.